Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la place de l'info. Comme chaque lundi, on va parler politique. Cette semaine, nous recevons Thierry Repentin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller départemental PS de la Savoie, mais aussi délégué interministériel à la mixité dans l'habitat. On parlera primaire avec vous, mais aussi logement social dans la deuxième partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Et je me tourne vers vous, Fanette, pour commencer avec les titres du JT. Un premier titre qui va faire réagir Thierry Repentin, c'est bien évidemment les primaires socialistes qui ont eu lieu ce week-end. Voilà, nous sommes allés tourner à Annemasse. On le sait, le maire Christian Dupessay soutenait Manuel Valls. C'est une ville de gauche qui avait failli basculer à droite au moment des municipales. Donc c'était un bon point de repère pour faire un petit peu le point sur les résultats des primaires dans les Pays de Savoie où 25 000 votants se sont déplacés. La Haute-Savoie et la Savoie où Benoît Hamon est arrivé en tête comme au niveau national. Et puis deuxième titre, la Glagla Race. Voilà, c'est une 4e édition. Vous connaissez sans doute le paddle, donc c'est cette planche de surf où on rame sur les lacs. On en voit beaucoup sur les lacs alpins l'été. Ça se fait aussi l'hiver, il ne faut juste pas tomber. L'eau est à 4 degrés. Sébastien Germain est allé faire un tour. Il a fait le courageux. Merci voilà. Fanette. Alors Thierry, un petit mot sur la météo. Est-ce qu'il va encore faire froid ? Il va faire froid, il va continuer de faire froid encore pour cette semaine. Alors on n'attend pas de changement de temps, pas de retour de la neige avant les premiers jours de février. Donc il va falloir encore faire avec ces conditions anticycloniques qui amènent donc deux choses, de l'air froid dans les basses couches, donc il fait limite presque plus froid en bas qu'en haut, et qui amène aussi les bandes grisailles le matin en région de plaine, avec une dissipation assez aléatoire dans la journée, mais qui entraîne aussi une pollution aux particules fines sur l'ensemble des Pays de Savoie. Il fera donc plus chaud en altitude pour aller skier. Il faut, voilà, quand on dit plus chaud, attention, on ne sera pas en t-shirt, hein, mais voilà, la température, il y a peu d'écart entre la plaine et la moyenne altitude. En fait. Et de la neige, a priori, donc vous disiez, pas avant début février. Pas avant début février, pour l'instant, on ne voit rien arriver. Très bien. Merci beaucoup Thierry, merci à tous les deux. Tout de suite, c'est la place de l'info avec Thierry Repentin. Alors Thierry Repentin va bien évidemment parler de ces primaires de la gauche. Tout d'abord, le taux de participation, enfin environ 1,6 million d'électeurs se seraient déplacés. Un chiffre qui est un petit peu contesté, mais de toute façon c'est moindre qu'il y a 5 ans. C'est une déception, ce chiffre de la participation face au nombre de votants. C'est assez logique qu'il y ait moins de participants quand vous êtes en place, si je puis dire, au pouvoir que lorsque vous êtes en opposition. Et donc, dans la perspective éventuellement de gagner, ça mobilise, ça motive bien plus ses troupes. Donc non, chacun s'attendait à ce que ce soit un chiffre en recul. Je note qu'en Savoie et Haute-Savoie, finalement, c'est à peu près un tiers de moins. 25 000 votants, effectivement. Alors, Benoît Hamon est arrivé en tête en Savoie avec 35,99% contre 32,47%. Alors, ça, c'est les chiffres de la Haute-Savoie. 38,63 pour Benoît Hamon, voilà, et 35,99 pour Manuel Valls. C'est une surprise, Benoît Hamon, qu'il arrive en tête. On attendait tous une bipolarisation de ce vote des primaires de la Belle Alliance populaire entre le tenant du gouvernement, en quelque sorte Manuel Valls, et un challenger. En l'occurrence, on pensait que ce serait Benoît Hamon. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Moi je trouve que Arnaud Montebourg aussi a bien résisté face à la montée en puissance de Benoît Hamon. Et on voit en quelque sorte la bipolarisation entre un électorat qui fait bloc plutôt derrière le Premier ministre, qui assume un bilan, et un autre électorat qui recherche une nouveauté, des perspectives d'avenir et qui du coup se détourne du Premier ministre. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg qui étaient des frondeurs. Voilà, absolument. Et c'est naturel. Et je pense qu'on regardera comment se sont faits les votes. Les jeunes sont plutôt allés vers la nouveauté, vers le ressourcement en quelque sorte sur des idées de gauche. Et j'imagine que les déçus aussi se sont portés sur Benoît Hamon. Alors Arnaud Montebourg lui a déclaré qu'il voterait pour Benoît Hamon en second tour. Il a fait presque 20%. Si on fait l'addition des deux votes, il sera à plus de 50%, Benoît Hamon. Le deuxième tour est déjà joué où Manuel Valls a encore de toute façon toutes ses chances pour ce second tour. Une élection, elle n'est jamais jouée d'avance. Manuel Valls a un caractère combattant. Il a été à la tête du gouvernement. Il a un long passé politique. Je lui fais confiance pour mener une campagne de second tour, dans un contexte pas simple, car c'est assez naturel qu'Arnaud Montebourg, effectivement, apporte ses voix à Benoît Hamon. Ils ont été dans le même courant de pensée, ils sont très proches l'un de l'autre. Je pense, mais à titre personnel, effectivement, que Benoît Hamon est bien mieux placé, finalement, à l'issue de ce premier tour, parce qu'on l'a vu avec les primaires de la droite. La famille politique, ensuite, elle va plutôt vers celui qui défend le plus, avec un étendard, en quelque sorte, les idées fondamentales de son parti. Juppé
Fillon, on n'est pas allé vers celui qui pouvait rassembler le plus largement possible, en l'occurrence Juppé. On a choisi plutôt que celui qui est très à droite. La logique voudrait qu'on aille plutôt vers celui qui est le plus à gauche, C'est-à-dire Benoît en Hamon. l'occurrence Benoît Hamon. Mais nous verrons dimanche prochain. Alors, on va voir aussi un tweet de Manuel Valls. Alors, lui qui est déjà à l'attaque pour ce second tour, il tweet « Un choix se présente à nous, la défaite assurée ou la victoire possible ». Alors, ça, c'est le tweet de Benoît Hamon. Donc, Manuel Valls, la défaite assurée ou la victoire possible, Manuel Valls attaque d'entrée son adversaire de second tour. Oui, il joue sa partition sur sa stature, effectivement, de chef de gouvernement, capable de rassembler largement avec l'expérience qu'il a et de dire, finalement, vous avez le choix entre le possible, l'idéal et le réaliste. C'est-à-dire que Benoît Hamon n'est pas présidentiable. C'est en tout cas ce que indique On serait pas présidentiable. Manuel Valls, indiquant que ce serait plutôt le choix du cœur que de la raison, en quelque sorte, Benoît Hamon. Benoît Hamon qui incarne peut-être mieux la nouveauté que Manuel Valls, qui était sur le devant de la scène en tant que Premier ministre, même si Benoît Hamon était aussi ministre. Il incarne plus la nouveauté que Manuel Valls. Forcément, n'étant pas dans le gouvernement sortant, il est pour bon nombre de nos concitoyens et les électeurs du premier tour, quelqu'un qui s'est mis en rupture. Il focalise du coup, grâce à cela, toutes les voix des personnes qui ont été déçues du quinquennat, qui ne seraient pas allées suffisamment loin, sur lesquelles il y a eu des renoncements. Et par ailleurs, il a réussi à se distinguer dans la campagne avec une ou deux idées nouvelles. Pas tellement beaucoup, mais une ou deux nouvelles, le revenu universel Qui est le point central de son... et la conversion écologique. Voilà, c'est ce qui le permet de le distinguer. Et j'imagine d'avoir un électorat, notamment des jeunes, que n'a sans doute pas eu Manuel Valls. Justement, le revenu universel d'existence, c'est un des points clés du programme de Benoît Hamon. Est-ce que son programme, il est réalisable? Ça coûterait 30 milliards d'euros. C'est énorme, contrairement à, par exemple, aux heures défiscalisées pour Manuel Valls, qui coûterait, entre guillemets, seulement 4 milliards d'euros. C'est des projets qui sont réalisables? On est dans un projet politique. Un projet politique, c'est un moment de débat où on projette notre pays, la France, vers une société. Il faut avoir des projets ambitieux. Quand, au sortir de la guerre, on a indiqué qu'il y aurait une sécurité sociale, alors même que le pays était en catastrophe, on a trouvé les moyens de mettre en place une sécurité sociale. Et donc Benoît Hamon, il dit, si on ne s'en tient à ce qui n'est possible que tout de suite, alors il n'y a plus de rêve dans la politique, il n'y a plus de grands desseins, et je suis quelqu'un qui porte des grands desseins, notamment dans un domaine de solidarité où la gauche a besoin peut-être de se ressourcer. Et on aura l'occasion d'entendre encore les deux protagonistes toute cette semaine, puisque le deuxième tour aura lieu ce dimanche, donc bureau de vote de 9h à 19h ce dimanche 29 janvier. Merci Thierry Repentin. On marque une page de pub, on se retrouve juste après pour parler logement social. Retour sur le plateau de la Place de l'Info avec Thierry Repentin. On va donc parler avec vous de logement social. Vous êtes délégué interministériel à la mixité dans l'habitat. Alors la première question, c'est comment se porte le logement social dans nos pays de Savoie? Il pourrait se porter bien mieux. On est dans un secteur dit de forte tension où le foncier est rare, donc il est cher. Et donc, on ne construit pas suffisamment de logements sociaux. Il en manque 19 000 dans le département de la Haute-Savoie et près de 10 000 en Savoie. Ce qui veut dire que c'est une vraie réalité pour nos concitoyens et c'est aussi le fait que des gens sont exclus d'une dignité auquel ils aspirent. Et mon rôle auprès du Premier ministre, c'est de s'assurer que partout en France, on puisse se loger, quels que soient ses moyens financiers. Oui, parce que la loi Allure définit 25%, c'est ça, de logements sociaux sur les territoires par rapport au nombre d'habitants. C'est-à-dire que les communes de plus de 3 500 habitants en France doivent proposer une offre de logement social à hauteur de 25% des logements qui sont sur la commune. On en est, hélas, loin, je le répète, dans le département de la Haute-Savoie et dans le département de la Savoie également. C'est plutôt mauvais élève par rapport aux autres départements. Comment, en termes de situation, c'est mitigé, c'est globalement partout pareil ou particulièrement bas sur nos pays de Savoie? Il y a 3 régions en France très en retard, l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Et dans Rhône-Alpes, les 2 départements des Alpes du Nord sont parmi les plus mal placés, effectivement. Je pense que ce sont des départements riches où l'égoïsme est aussi présent. Et on a beaucoup parlé des 10 ans de la disparition de l'abbé Pierre hier. Moi, je note que c'est bien de se souvenir de lui,
mais c'est bien aussi d'engager des actions en se souvenant de ce qu'ils prenaient. Qu'est-ce qui bloque les communes à faire plus de logements sociaux? C'est le budget, c'est quoi? Elles vous diront c'est difficile de faire du logement social. Nous n'avons pas de terrain. C'est cher. Il y a des services à mettre en œuvre. Moi, je note que sur les 36 000 communes en France, il n'y en a que 1 500 qui sont en retard. Ça veut dire que ce qui est objecté ici en disant c'est difficile de le faire, ailleurs on a trouvé les moyens de le faire. Je crois surtout c'est qu'on n'a pas envie, sur certaines communes, d'accueillir des familles dont le seul handicap est d'avoir des niveaux de revenus qui sont inférieurs à la moyenne. Donc on préfère effectivement libérer des terrains pour faire de l'accession à la propriété, pour faire du logement locatif privé, pour faire des logements défiscalisés de type Pinel, que d'accueillir par solidarité des familles qui pourtant sont bien nécessaires. Sachant que les logements aux sociaux... entreprises de Haute-Savoie, car ce sont les salariés des entreprises ou des commerces qui font vivre ces communes. Sachant que les logements sociaux, quand on dit famille pauvre, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont accès à ces logements sociaux, contrairement à ce qu'on peut croire en fait finalement. Je vous confirme que 70% des familles de Haute-Savoie comme de Savoie sont éligibles au logement social, c'est-à-dire que leur niveau de revenu leur permet de demander à être logées dans du logement social. Toutes ne le font pas, heureusement, mais on voit que le spectre des familles est vraiment très très large. Ça englobe les familles précaires, mais aussi les classes moyennes. C'est l'image aussi qu'il faut changer du logement social, tout simplement, sur le fond finalement aussi. Oui, c'est l'image, car je note que lorsque l'on parle de logement social, on parle de problèmes sociaux. Il faut détruire effectivement cette image qui n'est pas une image réelle. Et nos téléspectateurs seront sans doute surpris quand je leur dirai qu'il y a moins d'impayés dans le logement locatif social qu'il y a des impayés dans le logement privé. C'est la réalité. Il y a aussi donc quelques chantiers qui sont en cours, notamment du côté de Challes-les-Eaux, c'est ça, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, des chantiers de logements sociaux qui sont en cours. Mon rôle, c'est de m'assurer que sur toutes les communes en retard, notamment sur l'agglomération annécienne, l'agglomération chambérienne, mais également à proximité de la frontière suisse, les communes programment bien du logement social. Et si d'aventure elles ne le font pas, je peux me substituer au maire, c'est-à-dire y compris signer des permis de construire à la place des maires. Mais je peux aussi voir si l'État n'a pas des propriétés inutilisées qui pourraient faire de très beaux emplacements pour faire du logement social. C'est pour cela, effectivement, que j'étais à Challes-les-Eaux il y a quelques jours, en début d'année 2017, ou en fin d'année 2016, à Collonges-sur-Salève, Thonon, à Douvaine et Annecy, où nous avons vendu au nom de l'État des terrains qui étaient inutilisés et sur lesquels seront programmés des logements sociaux. Alors on parle de construction, mais vous parlez également de louer des logements privés vacants. C'est-à-dire, comment ça pourrait fonctionner, comment ça fonctionnerait? C'est assez simple finalement. Il se trouve que partout où nous manquons de logement social, dans le même temps, sur ces mêmes communes, dans ces mêmes territoires, il y a des logements vacants, privés, et qui pourraient être mis sur le marché. Et plutôt que d'avoir, effectivement, quand on est propriétaire, bailleur d'un logement et de n'avoir personne en locataire, signer une convention avec une association qui vous payera le loyer et qui fera rentrer dans cet appartement des familles qui sont aujourd'hui sur des listes d'attente dans le parc HLM. Donc on mobilise des logements qui sont aujourd'hui vacants et qui pourraient faire le bonheur de familles qui sont en attente d'un logement avec une certitude d'avoir un paiement du loyer. Oui, c'est ça. Du coup, ça veut dire que ce serait un bail de 3 ans avec une association. Donc, le propriétaire, que le logement soit loué ou non, il toucherait son loyer. Absolument. Il retrouve son appartement dans l'état où il l'a confié à l'association. Et en plus, comme il va louer un peu moins cher, les revenus qu'il tire de cette location sont défiscalisés. Donc, on le voit, tout le monde est gagnant dans cette opération. Le propriétaire, une association qui œuvre et des familles qui sont aujourd'hui en attente d'un toit. Donc ça pourrait être mis en place. Comment ça pourrait se passer Alors, nous avons chargé les préfets des 2 départements de regarder sur ces communes, effectivement, où il y a un fort déficit de construction de logements sociaux pour démarcher, en quelque sorte, des propriétaires de logements privés, pour les inciter à remettre sur le marché, à travers ces associations, des mètres carrés, en quelque sorte, inutilisés aujourd'hui et qui pourraient servir de logement. Vous parlez également d'un quelque chose qui va être mis en place d'ici quelques temps, le foncière solidaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une société qu'a souhaité créer le président de la République il y a un an, à l'occasion du bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations. Il a indiqué qu'il fallait libérer plus de foncier pour produire plus de logements, que ce soit des logements sociaux, des logements locatifs, privés, mais également de l'accession à la propriété. Et donc, c'est la création d'un outil
qui va aller acheter des terrains, récupérer des terrains de l'État, en acheter à des collectivités locales, à des privés, les remettre sur le marché à un coût moindre, permettant du coup de construire plus de logements avec des niveaux de sortie en quelque sorte moins chers que c'est sur le marché privé. Et évidemment, cette société foncière solidaire qui devrait être créée par la loi d'ici une quinzaine de jours aura à cœur d'apporter aussi du foncier pour du logement social sur ces fameuses communes qui, en France, aujourd'hui, ne font pas face à la responsabilité que leur a confiée la loi, c'est-à-dire offrir des logements pour tout le monde. Parce que 750 millions d'euros avec un objectif 50 000 logements sur 5 ans, c'est ça? C'est absolument ça. Cette société sera dotée d'un capital de 750 millions d'euros et un objectif de construction de 50 000 logements. Elle sera mise en place dès le premier trimestre 2017, donc nous n'avons plus beaucoup de temps à attendre. Dernière question avec un petit clin d'œil à la primaire. Benoît Hamon, dans son programme, parle de passer à 30% sur cette fameuse loi Allot au lieu de 25%. C'est envisageable? 30%, ça serait mieux? C'est envisageable. Le fait d'avoir déjà une loi en disant qu'il fallait passer à 25% a permis de programmer dans notre pays 490 000 logements sociaux sur des territoires qui n'en voulaient pas. Et bien que nous ayons fait ces 490 000 logements sociaux, il y a encore, en France, 1 500 000 ménages qui attendent un logement social. Donc si on passe à 30%, les communes devront faire un effort supplémentaire. C'est une proposition qui n'est pas dénuée de sens. Merci beaucoup Thierry Repentin d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez pas tout de suite, c'est la météo suivie du JT présenté par Fanette de Buisson. Fanette de Buisson que vous retrouvez demain à cette même place. Cette semaine, le thème abordé sera croyances et superstitions. À très vite sur nos antennes.